Nicolas Dupont-Aignan présentait sa liste pour les élections européennes ce matin. Une liste resserrée autour de ses lieutenants avec quelques personnalités issues d'autres mouvements politiques. Alors que les élections municipales turques sont organisées dimanche, Recep Tayyip Erdogan multiplie les meetings pour fédérer sa base. Entre menaces et intimidations à l'égard de l'Occident, le président mise tout sur les nationalistes islamistes. Les condamnations s'enchaînent contre le glyphosate, la substance active du pesticide Roundup. Si Bayer-Monsanto accuse le coup temporairement en bourse, la firme agrochimique pourrait bien être plus sereine qu'on ne le croit. Madame, Monsieur, bonsoir. Nicolas Dupont-Aignan présente sa liste pour les européennes. Le président de Debout la France, tête de liste, sera accompagné de plusieurs fidèles et de quelques personnalités issues d'autres rangs. Une liste qui fait aussi quelques déçus. Élise Blaise. J'ai présenté ce matin les 23 premiers de la liste des amoureux de la France. Une belle équipe qui incarne une autre vision de l'Europe, l'Europe des nations libres, démocratiques et des projets communs face à la Chine et aux États-Unis. Une Europe qui remet la démocratie au cœur des processus. Nous avons présenté des personnalités très courageuses, sincères, cohérentes, honnêtes bien sûr, compétentes, qui depuis des années chacune dans leur domaine de compétences œuvrent au service des autres, dans l'intérêt général. Et pour l'intérêt général, Nicolas Dupont-Aignan a fait le choix de s'entourer de nombreux proches. Alors que les sondages donnent les amoureux de la France aux alentours des 5%, les places étaient chères sur la liste. La deuxième est ainsi réservée à Stéphanie Gibault, lanceur d'alerte sur le scandale d'évasion fiscale de la banque UBS. Pour elle, un mandat européen pourrait donner l'occasion d'agir sur la moralisation de la finance. En troisième position de la liste de Nicolas Dupont-Aignan, on retrouve son lieutenant, le délégué national de Debout la France, Jean-Philippe Tanguy, spécialiste des questions économiques et industrielles. Suit ensuite l'ancien député Les Républicains de la Moselle, Marie-Josie Merman. J'ai rejoint la liste de Nicolas Dupont-Aignan tout simplement parce que je crois profondément à l'Europe des nations, l'Europe des projets et je dirais que sur son programme, je me retrouve complètement. Je retrouve ce que j'ai toujours adoré faire, le terrain, à la rencontre des gens, avec les convictions qui sont les miennes. La cinquième place a également été réservée pour une personnalité extérieure à Debout la France, puisqu'elle est occupée par Bruno Nort du CNIP, le Centre national des indépendants et paysans. On a d'abord rejoint une démarche. On a fait le constat que si nous n'étions pas unis, nous n'arriverons pas à reconquérir le pouvoir. Ça, c'est dans la démarche globale. Et ensuite, il y a la démarche européenne. Et donc, c'est le début d'une aventure pour faire en sorte que cette Union européenne qui, par tous les moyens, essaye de gommer les réalités nationales, entende la voix des euro-réformistes qui n'entendent pas quitter l'Union européenne, mais qui entendent la réformer de l'intérieur. Autre ralliement de poids, celui d'un gilet jaune, puisque Benjamin Cauchy, figure importante du mouvement dans la région de Toulouse, occupe la 9e position. J'ai décidé de m'associer à la liste des amoureux de la France, tout simplement par cohérence, par conviction, et parce que je suis persuadé que les revendications que je porte depuis le 17 novembre avec les Gilets jaunes ont un écho et une cohérence avec la ligne politique que défend Nicolas Dupont-Aignan depuis de nombreuses années. Des profils variés auxquels s'ajoute une ancienne élue Front National, Florence Italiani, en numéro 12. Les candidats ont donc prévu de rejoindre le groupe ECR au Parlement européen, les conservateurs et réformistes européens, avec lesquels Nicolas Dupont-Aignan a déjà scellé des alliances. Pour les candidats des amoureux de la France, en tout cas, les combats à mener ne manquent pas. Une fois que nous serons élus au Parlement européen, eh bien dans un groupe avec nos 24 partenaires, nous serons en capacité d'avoir une majorité de blocage pour faire changer les choses au sein de l'Union européenne, pour casser cette spirale d'austérité. Et lorsque les Gilets jaunes par exemple, réclament une TVA à 0% sur les produits de première nécessité, mais il faut que les Gilets jaunes sachent aujourd'hui que pour mettre une TVA à 0%, il faut l'unanimité des 27 pays membres de l'Union européenne. Voilà, on marche complètement sur la tête. Ce qu'on souhaite aussi, c'est des véritables projets industriels. Et les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on demande? On demande simplement de travailler et de vivre dignement de notre travail. L'Europe a été capable de légiférer sur la courbure du concombre et de la banane, et elle n'a pas été capable de légiférer sur
la finance, c'est-à-dire sur cette justice sociale, sur cette justice fiscale. On est toujours avec 2 poids 2 mesures. Il est vraiment temps maintenant d'avoir des gens qui puissent négocier directement, se prendre les banques en face et de dire c'est terminé. Donc aujourd'hui, on est sur le cœur du réacteur nucléaire avec les élections européennes, puisqu'on sait que 200 millions sont dépensés par les banques en lobbying auprès des parlementaires. On sait qu'il y a ces paradis fiscaux au sein de l'Europe, qui là sont mon combat depuis 12 ans, où on a une liste de pays, je ne sais pas où la faire, mais enfin qui est quand même ultra connue, avec des commissaires européens, ex-ministres des Finances qui disent qu'il n'y a pas de paradis fiscaux en Europe, et qui jouent avec les mots. Vous voyez, on ne parle plus d'évasion fiscale, on parle d'optimisation fiscale. Et tout ça, il y en a un petit peu marre. Je vais sans aucun doute beaucoup m'investir sur le droit des femmes parce que j'ai fait ça en France et je crois qu'au niveau de l'Union européenne, il y a encore beaucoup de travail à faire. Une liste qui donne donc un nouvel élan, mais qui en coupe certains autres. En effet, alors que beaucoup attendaient en bonne place le président du parti chrétien-démocrate Jean-Frédéric Poisson, il n'apparaît pas sur la liste, à l'instar des anciens députés européens du Rassemblement national Sylvie Gaudin et Bernard Monod, qui avaient pourtant rejoint Nicolas Dupont-Aignan. Si ces derniers n'ont pour l'heure pas réagi, Jean-Frédéric Poisson, de son côté, ne cache pas sa déception. Monsieur Dupont-Aignan est incapable de tenir un accord politique puisqu'il m'avait confirmé que nous étions d'accord sur ma présence en 5e position sur la liste des amoureux de la France. Cette confirmation s'est faite par écrit, de messages dont j'ai gardé les traces. Et donc, je constate que Monsieur Dupont-Aignan n'est pas digne de confiance. Il a préféré donner un coup de barre à gauche à sa liste en évacuant tout ce qui pouvait de près ou de loin représenter les courants conservateurs ou socio-chrétiens dont nous faisons partie. Je suis sûr même que les électeurs d'abord s'en rendront compte et qu'ils en tireront les conséquences qu'ils doivent en tirer. Et au moment où nous parlons, je n'exclus aucune hypothèse. De son côté, Nicolas Dupont-Aignan tente de passer au-delà des déceptions que les annonces ont pu provoquer. Ils ne sont pas sur la liste, je ne veux pas revenir là-dessus. Nous avons une liste avec le CNIP de Bruno Nord, avec des personnalités qui viennent des Républicains comme Marie-Jo Zimmermann, du Front National comme Madame Italiani, des gens de Debout la France, de la société civile. Donc voilà, on ne va pas revenir sur le passé. Erdogan mise tout sur la provocation. À quelques jours des élections municipales en Turquie, le président mène une campagne tambour battant. En pleine période de récession économique, celui qui se rêve en calife ne recule devant rien pour redorer son blason. Élise Blaise. Menaces et victimisation, tels sont les maîtres mots de Recep Tayyip Erdogan pour porter sa campagne électorale. Alors que la Turquie subit un revers économique, le président mise tout sur sa base conservatrice pour faire gagner son parti, l'AKP, aux prochaines élections municipales. Renommée l'ancienne basilique Sainte-Sophie d'Istanbul en mosquée Sainte-Sophie, menace à l'égard des Néo-Zélandais et Australiens après l'attaque terroriste dans 2 mosquées de Christchurch, Erdogan fait feu de tout bois. Après une logistique impressionnante, les meetings du président ont envahi plusieurs villes du pays à grand renfort de chants patriotiques. Il faut dire qu'Erdogan est sous pression pour ces élections municipales qu'il décrit comme une question de survie pour la nation. Pour la Turquie, pas sûr, mais pour son parti de la justice et du développement, l'AKP, c'est probable. Avec une situation économique difficile où les Turcs voient leur pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil, le président craint de voir tomber plusieurs grandes villes aux mains de l'opposition. Istanbul est d'ailleurs au cœur de ses préoccupations. Erdogan est originaire de la capitale dont il a été élu maire en 1994. La ville est en effet le symbole de son ascension fulgurante à la tête du pays et une défaite pourrait bien égratigner son image en profondeur. Erdogan semble donc prêt à tout pour l'éviter, comme en témoignent ses attaques incessantes à l'égard de l'Occident. Mais comme nous le rappelle le géopolitologue Alexandre Delval, la stratégie a déjà fait ses preuves. L'outrance islamiste et nationaliste, c'est un bon mélange électoralement, parce que c'est un mélange qui paye. Depuis qu'il a réconcilié ultranationalisme et islamisme radical, ce qui était très opposé avant en Turquie, il a réussi à concocter une alliance étonnante, impossible il y a encore 20 ans, avec le MHP, qui est l'extrême droite turque, à côté de laquelle l'extrême droite européenne sont des rigolos. Pour ce qui est de l'outrance, ça a marché, on l'a vu depuis 2014. En 2013, il y a eu des manifestations au parc de Gezi qui avaient été très impressionnantes. On avait cru que son pouvoir était chancelant et il avait tapé sur les minorités, notamment sur les Kurdes et sur les Occidentaux, les Arméniens et les sionistes. Il est monté dans les sondages. Donc,
se dit c'est une méthode qui paye l'ultranationalisme mélangé à l'islamisme et l'outrance. Et donc il se dit on va continuer, cette fois-ci on a un nouveau bouc émissaire, c'est l'Occident, c'est les Néo-Zélandais et les Australiens, c'est la fameuse bataille d'Ardanelles, ils vont retourner dans les cercueils comme la dernière fois. Et donc il réveille une véritable paranoïa qui remonte aux années 1920 lorsqu'il y avait eu un traité de Sèvres, lorsque les Européens avaient voulu créer un Kurdistan sur les ruines de l'Empire ottoman. Et il réveille tout le temps ce traumatisme à chaque fois qu'il a le moindre prétexte. Voilà, c'était dans ce cadre-là qu'il essaie de récupérer des voix, de faire le plein des nationalistes et des islamistes. Consolider sa base donc pour contrebalancer les effets négatifs des sanctions américaines sur l'économie turque. En effet, depuis plusieurs mois, le pays subit une phase de récession et Erdogan redoute d'en faire les frais. Pour autant, selon Alexandre Delval, la chute d'Erdogan n'est pas pour demain. J'ai bien peur qu'à part son cancer, il n'y a pas grand-chose qui puisse arrêter Erdogan. On a pas mal de statistiques. Aujourd'hui, les masses turques sunnites, je dis bien turcs sunnites, donc qui ne sont ni alévis ni kurdes, qui sont donc sunnites de religion et turcophones, massivement ils aiment Erdogan et seule une partie d'entre eux, très minoritaire de Izmir, Istanbul, adhère encore au kémalisme ou à la gauche progressiste. C'est une petite minorité, mais les masses, globalement, elles restent quand même relativement favorables à Erdogan. Il va baisser un petit peu, mais il restera vainqueur. Rien ne fait le poids au parti d'Erdogan aujourd'hui en Turquie, d'autant que la liberté de la presse est totalement inexistante. Tous les journaux kémalistes ont été rachetés de force ou recomposés au niveau du conseil d'administration par des proches et des oligarques d'Erdogan. Je ne vois pas en quoi il pourrait perdre. Donc il va légèrement baisser peut-être par rapport aux dernières élections comparables, mais il est à mon avis impossible qu'il perde ces élections et je pense que seul son cancer ou la vieillesse l'emportera, mais on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi puissant depuis Atatürk. Je ne vois pas du tout une puissance en face qui puisse le contrecarrer. La firme Bayer-Monsanto a plus d'un tour dans son sac. Alors que les condamnations s'enchaînent pour le groupe Bayer-Monsanto, les jours du glyphosate, la substance principale contenue dans le pesticide Roundup semble compter. Mais l'interdiction pourrait contre toute attente faire les affaires du groupe agro-industriel. Une victoire contre le glyphosate, pas contre les pesticides. Mercredi, le groupe Monsanto, qui a été racheté par Bayer en 2018, a été reconnu coupable de négligence par un jury fédéral américain et condamné à verser près de 81 millions de dollars à un retraité souffrant d'un cancer qu'il attribue au Roundup, le célèbre désherbant du groupe. Un nouveau coup porté au géant de l'agrochimie Bayer-Monsanto. En août 2018, la filiale américaine de Bayer avait été condamnée à verser 289 millions de dollars à un ancien jardinier américain, Dwayne Johnson, qui avait accusé le Roundup d'être à l'origine de son cancer incurable. Une amende record dont les dommages et intérêts ont depuis été ramenés à 78 millions de dollars. Ainsi, ces procès devraient servir d'exemple alors que le Roundup fait l'objet de 11 200 actions en justice, rien qu'aux États-Unis. Mais si le titre Bayer a plongé en bourse de plus de 10% la semaine dernière, le groupe Bayer-Monsanto a plus d'un tour dans son sac, car le brevet du glyphosate, désormais presque unanimement décrié, est tombé dans le domaine public. Il n'est donc plus une exclusivité du groupe germano-américain. Des génériques ont donc fleuri sur le marché au point que les produits Monsanto n'étaient plus aussi rentables. Depuis, le géant de l'agrochimie a investi plus d'1 milliard de dollars pour mettre au point des semences tolérantes au dicamba, une nouvelle substance destinée à remplacer le glyphosate. Une bonne nouvelle pour Bayer-Monsanto, une moins bonne nouvelle pour l'écosystème. En effet, le dicamba est estimé entre 75 et 400 fois plus dangereux que le glyphosate pour les plantes environnantes et les insectes. Cet herbicide inquiète d'autant plus les associations que celui-ci a la propriété de se revaporiser après épandage. De cette manière, le dicamba peut contaminer plusieurs hectares de végétation à cause d'un simple coup de vent. Une pierre de coups pour Monsanto puisque l'usage du dicamba était interdit aux États-Unis jusqu'à l'arrivée en 2017 de Vaporgrip, une technologie
technologie brevetée également développée par Monsanto, permettant de limiter les effets volatiles de la substance. Mais le Vaporgrip a surtout permis l'obtention des autorisations de commercialisation des nouvelles semences résistantes au dicamba, dont la nouvelle gamme de produits a été lancée l'année dernière. Une stratégie qui rappelle sans mal le Mont 810, le maïs OGM de la marque conçue pour résister à ses propres pesticides. À croire que la disparition possible du glyphosate inquiète davantage les concurrents que Bayer Monsanto lui-même. Et on passe à présent à l'actualité en bref avec Floriane Janin. La mortalité routière passe la seconde. Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a connu une hausse de 17,1% en février, avec 253 personnes tuées, soit 37 de plus qu'en février 2018. L'année 2019 a donc commencé par 2 mois consécutifs d'augmentation, alors que le gouvernement s'était réjoui en fin d'année dernière de la baisse de la mortalité routière grâce à l'entrée en vigueur de la limitation à 80 km/h sur le réseau secondaire. D'ailleurs, le sujet revient sur la table après le vote mardi du Sénat permettant au département de relever la limite de vitesse sur certaines routes secondaires. Les fabricants de panneaux de signalisation seront contents. La République en marche en ordre de bataille. Mercredi, la présidence de la République a annoncé le départ de plusieurs membres du gouvernement. Comme prévu, le ministre chargé des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a démissionné pour prendre la tête de la liste La République en marche pour les élections européennes. Autre départ, ceux du porte-parole Benjamin Griveaux et du secrétaire d'État chargé du numérique Mounir Majoubi, tous deux candidats à l'investiture La République en marche pour les élections municipales de Paris. Le choix devrait être annoncé en juin prochain, mais Benjamin Griveaux fait office d'ultra favori après la diffusion d'un sondage commandé par le parti présidentiel où il était le seul candidat La République en marche proposé. La chasse aux roms se poursuit en Seine-Saint-Denis. Dans la nuit de lundi à mardi, au moins 3 expéditions ont eu lieu dans le département. À Clichy-sous-Bois, une vingtaine d'individus munis de bâtons se sont introduits dans un pavillon squatté par 23 membres de la communauté rom. À Bobigny, une cinquantaine d'individus armés de couteaux et de bâtons ont incendié 2 camionnettes de roms et une rixe a éclaté entre des roms et une quinzaine d'individus armés qui avaient suivi une camionnette. Ils ont jeté des cailloux et tout ça. Ils ont cassé une voiture avec le brique et il n'était pas la voiture devant. On va jeter direct de la tête avec cette brique. Même chez nous, les Roumains, on a attendu cette histoire qu'ils volent des enfants. Que vous voulez, moi je vous montre en vidéo qu'aussi ils disent qu'ils volent des chez nous, les Roumains des enfants. Tout le temps on a peur de nos enfants, de notre famille. Le soir on fait comme le jour. On ne dort pas, nos enfants ne dorment pas. On a souffle les enfants partout. Même on ne peut pas travailler. Nous. Maintenant, on ne peut pas travailler. 20 individus ont été interpellés, ce qui n'a pas empêché de nouvelles chasses à l'homme la nuit suivante à Aulnay-sous-Bois. Elles font suite à une rumeur qui circule dans le département depuis quelques jours, selon laquelle des personnes de la communauté rom tenteraient d'enlever des enfants et des adolescents dans les rues de leur ville. Le LBD touche l'État au portefeuille. Le 19 mars dernier, l'État a été condamné à verser près de 50 000 € à un supporter de football éborgné par un tir de LBD en 2012. Pour le calcul de l'indemnisation des préjudices, le tribunal a précisé avoir tenu compte du fait que le supporter avait déjà reçu 15 000 € en mai 2015 du Fonds de garantie des victimes d'actes du terrorisme et d'autres infractions dont l'État devra également régler la facture. Avec les dizaines de blessés et d'éborgnés par le lanceur de balles de défense lors des manifestations des Gilets jaunes, l'État peut donc déjà mettre des sous de côté. Les clandestins piratent des temps modernes. Mercredi, une centaine de migrants recueillis à bord d'un pétrolier ont détourné le navire et mis cap sur Malte après avoir appris qu'ils prenaient initialement la direction de la Libye alors que le bateau se dirigeait vers Malte ou Lampedusa. La marine maltaise a annoncé ce jeudi avoir repris le contrôle du navire. Les clandestins vont à présent être remis à la police. Et ce soir, retrouvés immédiats, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent la victoire de Donald Trump dans l'affaire de collusion présumée avec la Russie, les violences entre Rome et racailles et l'erreur des décodeurs du monde sur le grand remplacement. Et dans Géopôle, Richard Haddad reçoit l'ancien ministre Thierry Mariani qui revient d'un voyage de parlementaire en Crimée avec un passage à Moscou pour un entretien avec Vladimir Poutine.
Et tout de suite, c'est la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. J'ai déjà dit, je crois, que notre seul abonné au Monde dans le village, au journal Le Monde, fonctionnait sous le régime de la pensée obligatoire, mais nous venons d'en avoir l'illustration puisque sa pravda personnelle là, était ouverte l'autre jour à la page exacte dont il s'inspirait pour faire la leçon à une fille de passage, à une future candidate au bac, qui se plaignait du dispositif grotesque mis en place par le gouvernement sur Internet pour tenir compte des préférences des futurs étudiants. Elle disait que le programme sur Internet, qui mettait en rapport les vœux et les places disponibles, était à peu près aussi rusé qu'un robot aspirateur qui rôde sur le tapis avec des petites roulettes et des capteurs. Le principe était le même, quand ça marchait pas là, on allait là, jusqu'à ce qu'on trouve un coin libre. Eh bien, elle refusait d'aller remplir une case libre en allemand quand elle avait fait 5 ans d'espagnol, et notre abonné au Monde de lui dire « Mais tu as envisagé de t'inscrire à l'étranger ?» Et là, pour vous montrer à quel point ce type est un agent de l'Empire du bien, ou de l'Empire tout court, je vous brosse l'arrière-plan. Derrière lui, son journal Le Monde était replié sur un article qui disait à peu près que les Français étaient les mauvais élèves de la mobilité en Europe. Un peu comme cette fille était une mauvaise élève de la patience nécessaire pour trouver une prépa. En gros, s'il y avait des places libres en droit des affaires, il fallait qu'elle arrête de vouloir étudier la littérature espagnole. Et s'il y avait des places d'étudiants étrangers disponibles à Berlin ou à Dublin, il fallait qu'elle envisage d'aller passer une année ou deux hors frontières. Alors j'ai jeté un coup d'œil sur l'article. À aucun moment, l'idée que les jeunes Français puissent ne pas souhaiter quitter leur région pour aller étudier dans le nord de l'Allemagne n'avait effleuré le journaliste. Il se plaignait seulement de ce que nous ayons du retard dans une évolution hautement nécessaire. Notre main-d'œuvre, nos étudiants, ne voulaient pas s'installer ailleurs. Non seulement c'était étrange pour le journaliste, mais c'était préoccupant. Préoccupant, mais en quoi ? Là, je saute quand même quelques étapes dans la conversation qui nous a opposés avec le type et je suis intervenu pour dire à l'abonné au Monde, je me demande en quoi le fait d'aller passer 2 ans en Irlande est préférable à celui de vouloir rester chez soi, mais tu vas sûrement nous l'expliquer. Eh ben, on apprend l'autre langue, on voit d'autres gens, me dit-il. À quoi cette fille-là, qui était là, a répondu qu'elle ne bougerait pas de toute façon, car elle avait une relation très forte avec sa grand-mère, qui était très malade, et que même elle sauterait une année à la fac s'il fallait s'occuper d'elle. Alors s'installer au nord de l'Allemagne, encore moins, non merci. Là, il y a eu un silence, parce que l'argument de la grand-mère était quand même assez fort pour s'installer au comptoir entre nous, mais j'avoue que j'ai profité de la situation pour pousser dans ses retranchements notre lecteur du Monde et pour dire, oublions le cas d'Aurélie, la fille s'appelait Aurélie. Ce que je voudrais là, c'est que tu me dises pourquoi ton journal n'évoque pas un instant une explication parmi d'autres à l'absence de mobilité des Français, une explication à laquelle tout le monde songe en premier, mais à laquelle lui, le journal, ne songe pas, ne veut pas songer, dont il ne veut même pas entendre parler, pas plus que ton Macron là. Ah oui, et laquelle, m'a-t-il dit, que les Français, par exemple, se sentent bien chez eux et qu'apparemment ils ont raison puisque tout le monde veut s'y installer. Ils sont quand même libres de préférer rester chez eux, ou alors, dans les 10 prochaines années, Macron va instaurer le stage obligatoire à l'étranger. Et l'autre me répond, ce serait pas plus mal. Alors là, vous vous dites, calmons-nous. Ce gars n'a pas choisi d'être aussi crétin, c'est dans ses gènes. Il nous dessine là une humanité faite d'étudiants Erasmus qui lisent tous Télérama. On va gagner des bons points si on a vécu 2 ans à l'étranger. On aura des allocations si on consent à un mariage mixte. On aura des passe-droits si on parle plusieurs langues. Le latin et le grec ancien ne comptant pour rien. On peut même prévoir que si on parle latin et grec, on va perdre des points. Alors là, vous dites à votre béni oui-oui, là, du Monde, je ne vais pas me disputer avec toi par égard pour Aurélie. La seule chose qu'elle voit, c'est un robot qui lui dit prière d'effectuer un autre choix, comme devant une machine à café quand il n'y a plus de lait en poudre. Alors qu'il s'agit de son avenir, de sa vocation. Je ne sais pas si tu vois la différence. Et l'autre de répondre, quand on a une vraie vocation, on trouve toujours à la satisfaire. Et là, il y a un type qui passait au moment de sortir et qui a dit, par exemple, toi, ta vocation, c'était casse-couille, on peut dire que tu as réussi. Difficile de trouver une meilleure conclusion, n'est-ce pas? Mais il est facile, en revanche, de faire circuler ce petit sujet. On le retrouve sur Campagnol TVL. Merci.